Bonsoir, maître. Merci de m'associer à cette réflexion autour de la problématique de la démocratie. Alors, autour d'un sujet assez aride, mais sur lequel on va essayer de formuler quelques trois réflexions pour se coller un peu au cadre méthodologique qui nous a été livré, à savoir les constats, les solutions et les perspectives. Bon, on peut en tout cas dire que, aussi loin que les travaux des historiens ont pu identifier les organisations humaines, on a toujours trouvé des formes d'organisation de pouvoir. Les sociétés humaines ont, comme dans leur ontologie, le fait d'organiser le pouvoir. L'organisation du pouvoir pose nécessairement des questions liées à la dévolution de ce pouvoir-là, à la question toute simple: qui doit nous gouverner? Comment doit-on le choisir? Donc, la question, les points sur lesquels ma réflexion porte vont trouver un point d'équilibre autour justement de cette notion de dévolution du pouvoir, des modalités de la dévolution du pouvoir. Donc, dans une démocratie, le scrutin est un élément central du processus électoral permettant aux citoyens de choisir les représentants politiques. Cependant, le processus n'est pas exempt de contestations et de contentieux qui peuvent survenir. Alors, qui ne définit pas au début va buter à la fin. On va juste soigner le vocabulaire en définissant un peu ces termes qui composent ce sujet. Un scrutin désigne un processus par lequel les citoyens expriment leur choix lors d'une élection en votant pour un candidat, une liste ou une proposition. C'est le moment où les électeurs exercent leur droit de vote pour désigner leurs représentants politiques ou se prononcer sur une question. C'est ça, un scrutin. Un processus électoral englobe l'ensemble des étapes qui mènent à l'organisation et à la tenue d'une élection. Cela inclut la préparation des listes électorales, la campagne électorale, le vote proprement dit, le dépouillement des votes et l'annonce des résultats. Le processus électoral est encadré généralement par des lois. Le contentieux électoral en démocratie, fait lui référence aux contestations et aux recours juridiques qui peuvent survenir dans le cadre d'une élection. Cela peut inclure les plaintes pour fraude électorale, les contestations des résultats, des recours en annulation d'élections, le contentieux sur l'éligibilité des candidats. Le contentieux en démocratie donc vise à résoudre les conflits liés au processus électoral pour que celui-ci soit le plus transparent et le plus équitable. Sous le rapport de ces définitions-là, sous le bénéfice de ces définitions-là, plusieurs angles d'analyse sont possibles. On peut avoir plusieurs entrées pour analyser un peu cette thématique. D'un point de vue juridique, l'entrée juridique, donc, consisterait à analyser la conformité du processus électoral aux normes juridiques en vigueur en veillant au respect des règles électorales et des procédures prévues par la loi. Donc, ils sont également appelés à intervenir dans le règlement des litiges électoraux. D'un point de vue politiste, donc si on faisait un peu de la science politique pour avoir une entrée, on étudierait plutôt les dynamiques politiques à l'œuvre dans le processus électoral en analysant les motivations des acteurs, les stratégies électorales mises en œuvre et les enjeux démocratiques en jeu. Cette analyse politiste, si on peut dire, contribuait à éclairer le débat sur la légitimité des élections et à promouvoir la transparence également. Ces entrées analytiques peuvent se coupler à des intérêts, parce qu'à ce sujet-là s'incorporent plusieurs intérêts qu'on peut ramasser autour de points de vue sur ce sujet-là. Par exemple, d'un point de vue philosophique, le processus électoral et la démocratie soulèvent des questions fondamentales. Le scrutin, en tant que moyen de désignation des représentants politiques, pose la question de la souveraineté du peuple et de l'expression de sa volonté. En effet, les votes des citoyens
est censé refléter leurs préférences et leurs intérêts et permettre ainsi la mise en place d'un gouvernement. Le processus électoral, d'un point de vue philosophique, interroge la manière dont se déroule la compétition politique et la formation du gouvernement. Et il s'opère une mise en lumière des stratégies des acteurs, de leurs alliances qui se nouent et des discours qui sont tenus. Et donc, la question qui est soulevée sous cet angle-là, c'est celle de la justice et de l'équité du processus électoral. D'un point de vue sociologique, le scrutin est un moment où se manifestent les divisions et les clivages sociaux au sein de la société. Le choix électoral des individus est souvent influencé par leur appartenance sociale, leur statut économique, leur niveau d'éducation, leur identité culturelle ou leur appartenance religieuse. Ces facteurs sociaux opèrent une interaction de manière assez complexe pour façonner les préférences politiques des uns et des autres. Et d'un point de vue psychologique, si on essaie d'approcher la question à travers un prisme psychologique, on se rendrait compte que le scrutin est un moment où les individus sont appelés à faire un choix, celui de désigner un représentant politique. Ce choix peut être influencé par multiples facteurs psychologiques, tels que les valeurs, les croyances, les émotions, les expériences passées, les préjugés et les biais cognitifs. Les individus peuvent être amenés à voter pour un candidat en fonction de leur identité politique, de la perception qu'ils ont de sa personnalité ou de l'adhésion à un programme. Le processus électoral, sous ce même prisme psychologique, révèle un terrain qui est très propice à l'étude de dynamiques qui sont à l'œuvre chez les électeurs. Les campagnes électorales mobilisent des techniques de persuasion et de communication visant à influer les attitudes et les comportements des électeurs. Sous ce rapport, les discours politiques, les slogans, les images et les débats contribuent à façonner la perception des enjeux politiques et à mobiliser les émotions. Comment organiser cette réflexion? Quelle est la question à laquelle moi je devrais répondre pour traiter de ce sujet? En réalité, il ne s'agit pas d'une question. Une seule question ne peut pas épuiser la totalité des intérêts qui sont noués autour de ce sujet-là. Parce qu'on pourrait se poser la question de savoir comment assurer l'intégrité et la légitimité des élections démocratiques face aux défis de la fraude électorale et du contentieux électoral. Question très prégnante en Afrique. Cette interrogation soulève les enjeux juridiques essentiels liés à la préservation de la démocratie et à la garantie du droit de vote des citoyens et la transparence des processus électoraux. Ce serait donc une invite, sous l'auspice de cette question-là, à examiner les dispositifs juridiques et les mécanismes de contrôle qui sont mis en place. Une autre question pourrait être posée, celle de savoir quel est l'impact des nouvelles technologies pour justement explorer les défis posés par l'utilisation croissante des technologies. On pourrait également poser une question, celle de savoir comment concilier la nécessité de garantir la transparence d'un processus électoral et le respect du secret de vote. Plusieurs questions sont possibles. Plusieurs questions, notamment les enjeux liés à la représentativité politique, à la parité hommes et femmes, sujet qui a été traité. Comment garantir l'indépendance et l'impartialité des organes de contrôle? On a tout à l'heure parlé de la CENI au Ghana, au Sénégal, on a la Sénat. Toutes ces problématiques-là peuvent être explorées, mais comme on a défini un canevas au travers duquel le sujet devrait être traité, je vais maintenant, comme un bon juriste, organiser un diptyque pour voir quels sont les constats et les perspectives qu'on peut faire. Donc, je vais grossièrement articuler ma réflexion autour, d'une part, des constats et d'autre part, des perspectives. Au chapitre des constats, on peut dire que ces constats naviguent entre heures et lueurs. Les constats nous donnent à voir des heures et des lueurs. D'abord, les heures. Les heures également peuvent se donner à lire au travers d'une double constatation, d'une part des dévolutions violentes et d'autre part des manipulations de textes.
Les dévolutions violentes, on note qu'il y a en Afrique depuis 1952 146 putschs en Afrique. 146 putschs. On aurait pu faire une liste à la Prévert, mais ça n'aurait pas d'intérêt en réalité analytique. On peut juste dire que c'est Nasser qui a inauguré une sorte d'épidémie de putsch. On a également ce qu'on peut appeler des dirigeants à vie. L'autre chose, c'est les modifications constitutionnelles que moi j'appelle braconnage constitutionnel ou manipulation constitutionnelle. Et ça, si on analyse les révolutions constitutionnelles en Afrique entre 2002 et 2023, on se rend compte qu'il y a eu 24 tentatives de modification constitutionnelle à des fins de prolongation de pouvoir. Parmi ces tentatives, 19 ont été couronnées de succès, ce qui représente une tentative par an au cours des 2 décennies qu'on examine. Ces modifications constitutionnelles se font généralement de 2 manières. Dans la première manière de faire, de procéder, c'est la durée des mandats qui est modifiée, le nombre d'années augmenté ou diminué. Et lors de la modification électorale d'avril 2023 au Gabon, le mandat présidentiel a été ramené de 7 ans à 5 ans, alors qu'en Guinée, en 2020, il a été rallongé. Cette modification constitutionnelle précède souvent l'invocation du principe de la non-rétroactivité de la loi pour permettre au président en exercice de se présenter aux élections. Donc, pour ramener les compteurs à zéro. Parce qu'on considère que ce qu'il a déjà fait, si c'est frappé par le principe de la non-rétroactivité, ce n'est pas couvert par la nouvelle loi entrée en vigueur. La deuxième modalité, la deuxième manière de modifier consiste à supprimer complètement les limitations de mandat ou les limites d'âge afin de permettre à certains présidents de se présenter ad vitam aeternam à des élections. Et dans la plupart des cas, ce procédé leur permet de rester au pouvoir avec des situations électorales. Ce qui fait dire à certains auteurs, notamment Thierry Véricoulon, qu'on assiste à ce qu'il appelle, ce qu'il nomme sous le vocable de démocrature, c'est-à-dire des régimes qui présentent une forme démocratique, mais exercent une pratique autoritaire du pouvoir. Les élections y sont organisées, il est vrai, mais selon un calendrier constitutionnel, de telle manière qu'elle ne laisse aucune possibilité d'alternance. La loi devient, qui aurait dû être le paravent, devient l'outil par lequel on corsette le processus démocratique. Bon, au-delà de la démocrature, on va passer, parce que je crois que le temps, il file, les lueurs. Alors, on vient de traiter au chapitre des constats les heures. Maintenant, les lueurs, parce que bon, ce n'est pas que des ténèbres. Il y a 3 grandes tendances qui illuminent un peu ce tableau, si on peut dire, assez sombre de la démocratie en Afrique. Il y a la consécration de démocratie constitutionnelle. Il y a les démocraties aujourd'hui libérales, figurent notamment dans les constitutions africaines, et le pluralisme y est consacré. Il y a la proclamation de droit et subséquemment la reconnaissance du respect d'une opposition. Il y a l'édification d'un état de droit. Bon an, mal an, il y a dans certains pays africains des efforts qui sont faits pour soumettre l'état au droit et soumettre la population à ce même droit, ce qui est la définition parfaite de l'état de droit. Il y a également d'organisation d'élections. Il y a des pays où les élections sont organisées, même s'ils sont contestés, même s'il y a des heures parfois, il n'en reste pas moins que les élections sont organisées à date et que le processus se déroule selon des standards plus ou moins acceptables. Cela dit, sous l'angle des constats, vous savez, les constats, c'est toujours très... C'est très statique, c'est des choses qu'on constate et c'est très descriptif si on le fait. Maintenant, en termes de perspective, moi j'ai identifié, pour en terminer, 2 perspectives principalement. L'une qui serait de faire place aux autorités coutumières dans les constitutions africaines et l'autre, c'est le tirage au sort comme mode d'élection. Je vais m'en expliquer sur ces 2 aspects-là qui constitueront les 2 points que j'aborderai dans cette partie. J'ai essayé d'analyser un peu certaines constitutions des États qui se sont inspirés du modèle français. Et on voit quand même qu'il y a une reconnaissance des autorités coutumières, même si cette reconnaissance-là est assez limitée ou parfois timide.
La Constitution tchadienne de 1996, révisée en 2004, fait, en son titre, disons, 13, les articles 214 et 217, reconnaît le rôle des autorités coutumières ou traditionnelles et leur attribue un rôle d'encadrement des populations en matière de décentralisation. La Constitution togolaise, dans son article 143, reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. La Constitution nigérienne du 25 novembre 2010 mentionne dans son article 99 que la loi fixe un statut des chefferies traditionnelles. La Constitution de la République centrafricaine fait un peu exception. Les constitutions du Botswana, notamment la Constitution du Botswana, en son article 77 et 85, la Constitution du Malawi, en son article 68, la Constitution de la Tanzanie, du Kenya, de manière indirecte dans la composition du Sénat, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de l'Éthiopie ou encore du Ghana, reconnaissent les autorités traditionnelles ou coutumières. Cette reconnaissance est plus ou moins étendue selon les États. Si ces reconnaissances constitutionnelles sont timides et ne sont pas la garantie d'une stabilité politique INSEE, elles permettent quand même la mise en valeur d'une spécificité actuelle de nombre de pays africains. L'existence d'autorités traditionnelles et coutumières jouant un rôle important dans les domaines politiques et juridiques, soit au niveau local ou au niveau national. Au niveau local, nous savons que dans les États francophones, notamment dans les pays ouest-africains, de nombreux litiges fonciers ou de droits de la famille sont réglés en dehors des tribunaux. Plusieurs raisons expliquent cela. L'inadaptation du droit, les jugements rendus en méconnaissance des principes d'équité, les délais de jugement assez longs, des jugements parfois en français et non en langue nationale, dans des États où 20% des populations essentiellement urbaines ne parlent pas. 20% de la population est urbaine et c'est celle-là qui est acclimatée au français, mais d'autres ont des langues locales et traditionnelles, lesquelles langues n'ont pas un retentissement au niveau de nos juridictions, même si la pratique de la traduction est en train de gagner de l'ampleur dans ces pays. Si on prend l'exemple du Burkina Faso, comment expliquer que les autorités coutumières ne soient pas constitutionnellement reconnues alors que le rôle du Moro Naba, l'empereur des Mossi, est primordial. Il l'a été d'ailleurs lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Donc, c'est parfois problématique. On sait également qu'au Ghana, il y a un mode de gouvernement Ashanti, un système qui possède un roi que l'on appelle un roi, et celui-ci est installé par la reine-mère avec un consensus obtenu notamment auprès du Conseil des Anciens. Le souverain doit rendre des comptes et il peut être congédié s'il commet des erreurs. Donc ça, c'est une forme de démocratie très africaine. La proposition donc serait de voir, je crois que quelqu'un a dû le rappeler, de mettre un peu d'africanité, de tropicalisation du cadre démocratique et ne voir la démocratie comme n'étant qu'un contenant que nous, Africains, devons remplir avec un contenu qui corresponde à des réalités auxquelles on fait, des réalités qui sont les nôtres. Ça, c'est au titre de l'introduction des autorités coutumières. Maintenant, mon point, qui est le point B, qui est cela le dernier point, en termes de perspective solution également, c'est le tirage au sort. Moi, je considère que le tirage au sort, s'il n'est pas le meilleur système qui assure plus d'équité et de justice, n'en est pas loin. Et les explications qui suivront permettront peut-être d'en convaincre certains. Le tirage au sort est une pratique ancestrale pour la sélection par le hasard. Il s'inscrit dans une perspective à la fois égalitaire et libérale. Le hasard, en effet, ne favorise aucun candidat et rend vaine toute tentative de corruption et d'abus de pouvoir. S'il fallait qualifier le tirage au sort comme procédure politique, on pourrait dire qu'il est une forme procédurale singulière, irréductible à tout autre et jusqu'à certains points intermédiaire entre démocratie directe et démocratie indirecte, tirée au sort et en général plus égalitaire et impartial. Quels sont les avantages du tirage au sort? Le choix
Un choix qui échappe à toute intention empêche la corruption. Personne n'est responsable et ne peut être blâmé ou loué pour le choix. Personne ne peut tirer vanité d'avoir été choisi. Personne n'a la charge de choisir. Tous les participants sont sur un pied d'égalité. La procédure est impartiale et équitable. Et si la procédure peut être répétée de nombreuses fois, le fait même d'être choisi ne produit pas une forte inégalité entre le sélectionné et celui qui ne l'est pas, parce que celui qui n'est pas sélectionné, s'il y a un mécanisme de rotation, est sûr qu'il sera demain sélectionné. Il y a donc une alternance du pouvoir et de la soumission. Autant aujourd'hui on exerce le pouvoir, demain on sera celui sur lequel le pouvoir s'exerce. Il y a certes des inconvénients au tirage au sort sur lesquels on reviendra, mais le tirage au sort, on peut l'approcher pour le traiter sous deux angles, en faisant un double repérage pour voir de façon téléologique de façon fonctionnelle, de façon finaliste, quelles sont les fonctions du tirage au sort, et avant de voir les valeurs d'usage pour repérer le pourquoi de ce tirage au sort. Sous l'angle des fonctions du tirage au sort, on peut voir que le tirage au sort permet une rotation organisée, c'est-à-dire un principe d'allocation du temps et du moment de la gouvernance. Ainsi, le principe de distribution lié à un principe de rotation est destiné à organiser une participation démocratique quasi forcée. Il convient donc à toutes les tâches qui peuvent être simultanément considérées. Deuxième élément, le tirage au sort neutralise les procédures. La neutralisation des procédures permet que le tirage au sort a souvent pour but de supprimer la compétition, d'éviter les conflits d'intérêts. Le tirage au sort élimine ça parce qu'il neutralise ces éléments-là. Le tirage au sort étant donc un mécanisme instantané, il supprime les diverses manœuvres qui précèdent habituellement la plupart des autres formes. On s'en est expliqué dans les constats. Toutes ces manipulations n'auraient aucun sens si on sait qu'on est tiré au sort. Du coup, le recours au tirage au sort annihile les ambitions extraordinaires et impose le sens ordinaire des responsabilités. Tout ce qui relève de l'intrigue et de la compétition est supprimé par le tirage au sort qui est programmé. Montesquieu a dit que le tirage au sort n'afflige personne. Il ne suscite pas de vanité chez le vainqueur, ni de rancœur chez le vaincu. Il atténue l'arrogance et l'amertume. Il supprime tout soupçon de partialité chez les organisateurs de la procédure. Un autre élément intéressant et remarquable sur le tirage au sort, c'est que le tirage au sort permet d'économiser les moyens. Pour l'économie des moyens qui réalise le tirage au sort permet une simplification, une accélération des procédures. On n'a pas besoin au Sénégal de dépenser des milliards pour organiser des élections. On peut juste tirer au sort et puis bon, on sait ce qui se passe. Maintenant, la valeur d'usage, pour en terminer. Le tirage au sort constitue également une technique reconnue d'échantillonnage, on le sait, et de représentation et de calibrage. Et il produit un certain nombre d'effets. Les mathématiciens qui sont familiers à la loi des grands nombres en savent quelque chose. Maintenant, répertorions un peu les effets qui sont attachés à ce tirage au sort. Le premier effet que j'ai retenu, c'est l'effet d'impartialité. Dans certains cas, il peut exister une partialité au sens d'inégalité du résultat. Parce qu'attribuer un bien rare ou une fonction rare à très peu de personnes n'aboutit pas à une situation d'égalité. Seulement, cette inévitable partialité n'est le produit d'aucune intention. L'impartialité du tirage au sort se décompose donc en une absence de partialité de la part des sélectionneurs et en partialité inexplicable et imprévisible à l'égard des sélectionnés, puisque seule la chance va les départager. Deuxième effet, l'effet de participation. J'ai entendu sur les précédentes contributions que la participation était un peu brinque-ballante en Afrique parfois. Mais le tirage au sort peut rattraper cette affaire-là. Pourquoi? Parce que l'effet de la participation varie considérablement, quasiment d'un extrême à l'autre selon les détails de la procédure. Le tirage au sort, par contre, peut être un élément qui peut éliminer cet effet-là. Parce qu'à la différence du vote, on peut utiliser le tirage au sort à des fins de participation très étendues et très inclusives,
voisinant avec l'obligation. C'est alors une conception d'un devoir civique, professionnel, social ou autre. Là où le vote ne peut pas être obligatoire, parce que c'est un droit, que pour les votants, le tirage au sort va jusqu'à créer l'obligation d'être élu et d'accepter la charge. Cette obligation, par son caractère autoritaire forcé, peut pouvoir poser des problèmes. On va, dans les discussions, si possible, avancer sur ces points. J'aimerais évoquer un point qu'on appelle le blind break, ou la fenêtre de l'aveugle. Et je vous dis que des propositions sérieuses ont été faites au niveau même du Parlement européen pour instituer le tirage au sort dans la désignation des représentants. Bon, on va me laisser 2 minutes de terminer, je vois mettre, mais une minute maintenant. Le blind break, c'est ce qui est le plus spécifique au tirage au sort. Ce qui est le plus spécifique au tirage au sort, c'est son caractère irrationnel, comme le remarque le politologue Dowlen. Le tirage au sort n'est pas rationnel, mais il n'est pas antirationnel ou irrationnel. Il est arationnel. Il consiste en une sorte de fenêtre aveugle. Parce que ce que je vois qu'il se passe, parce que je vois qu'il se passe quelque chose, à savoir l'acte de tirage, mais je ne vois pas ce qui se passe puisque je ne peux pas prédire le résultat ni l'influencer. C'est ça la fenêtre de l'aveugle. Le mécanisme donc ne permet pas d'exercer une influence sur les éléments une fois qu'ils sont entrés dans l'opération matérielle de sélection, ni de prévoir ce qui va se passer. Le tirage au sort, donc, permettrait quelque part de débarrasser la désignation de celui qui va gouverner. Tout ce processus sera débarrassé de l'ensemble des dépravations qui lui sont aujourd'hui comme irrémédiablement attachées en milieu africain. On parle d'énormément de tard de nos modes de désignation de nos représentants à travers nos élections, truqués, bourrage d'urnes. Tous ces mots-là peuvent être dissipés si tant est qu'on accepte de tirer au sort ceux qui nous dirigeront selon une temporalité définie, et ils nous dirigent aujourd'hui et demain ils seront dirigés. Je vous remercie.